Donc, vous avez tous ici été à l'atelier 2, dont le titre est Associer les salariés plus étroitement au projet d'entreprise. Alors, on va se situer dans le prolongement des questions qui ont été évoquées à l'occasion de la première table ronde. Sont exprimés deux des dirigeants des entreprises membres de ce club, et avant une table ronde finale où, au contraire, il y aura 3 autres des dirigeants qui s'exprimeront. Alors, nous aurons la chance d'avoir, au cours de cette table ronde, le témoignage de 3 grandes entreprises, toutes des entreprises du CAC 40, qui sont vraiment des grandes entreprises. Dans l'ordre d'intervention, j'ai pris tout bêtement l'ordre alphabétique, il fallait bien prendre un critère parmi d'autres. Nous aurons d'abord GDF Suez, puis Orange, puis la Société Générale. Donc, 3 grandes entreprises. Vous verrez qu'il y a à la fois des secteurs différents et en même temps un certain nombre de points qui sont très intéressants et communs en termes de préoccupations organisationnelles et sociales. Le témoignage sera double. Associer les salariés au projet d'entreprise au singulier et associer les salariés au projet de l'entreprise au pluriel. Alors bien évidemment, ça sera à travers, pour ce qui est de chacun de ces 2 volets, ça sera à travers un certain nombre d'exemples qui seront développés par nos intervenants. On fonctionnera donc un rythme soutenu, 4 minutes pour la personne qui s'exprime pour le corporate et 4 minutes pour la personne qui s'exprime en tant que directeur opérationnel. Donc c'est un temps très court qui force à donner simplement quelques messages principaux. Ensuite, je me permettrai un petit rebond et poser quelques questions liées à l'actualité qui permettront de reprendre un certain nombre de questions. Puis bien évidemment, chacun ayant entendu ses collègues d'autres entreprises aura évidemment un certain nombre de points qu'il aura envie de souligner pour compléter ce qu'il a pu dire dans sa première intervention. Alors, nous allons avoir pour GDF Suez Florence Cotin qui est à ma droite et qui vient d'arriver, et Éric Lestanguet qui est directeur opérationnel. Nous aurons pour le groupe Orange Brigitte Dumont qui est directrice responsabilité sociale du groupe, et Patrice Pintreau qui est directeur d'une unité d'assistance technique pour la région Ouest. Puis nous aurons pour la Société Générale Hugues Fourreau qui est directeur délégué aux ressources humaines, et Jean Lisier Pujol qui est directeur commercial entreprise. Donc on aura des services différents qui sont rendus, et quelque part on voit là, c'est déjà un trait commun, qu'on est à cheval entre l'industrie et les services quand on écoute les titres des uns et des autres. Donc ça fait partie des caractéristiques communes de ces grandes entreprises. Il y en a d'autres qui sont la rapidité des mutations, ça a été dit par certaines d'entre elles à l'instant, et je pense que les autres auront des messages qui sont assez voisins. Mutations de tout type, des fusions, des changements réglementaires importants, des évolutions technologiques, des évolutions dans la relation client. Donc, mutation très importante, et en même temps, internationalisation aussi de ces entreprises. C'est des caractéristiques qui, là aussi, me semblent communes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole pour 4 minutes donc, à Florence Cotin. Oui, donc bonjour à tous. Comment associer les salariés au projet d'entreprise ? Tout d'abord, pourquoi les associer ? Et pour nous, c'était important parce que vous avez entendu Monsieur Mestralet, notre projet d'entreprise s'intitule By People for People. Donc, de facto, associer les salariés est une obligation puisqu'ils sont notre projet d'entreprise. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est de toute façon un impératif pour nous et dans toutes nos têtes à chaque fois que nous élaborons des programmes ou des processus de mobilisation. Deuxième chose que je voulais également rappeler, c'est quoi notre projet d'entreprise ? Derrière ce mot, c'est en fait 3 projets. Projet social, un projet industriel et un projet culturel. Et je vais me permettre d'essayer de vous donner 3 exemples très rapides, puisque le temps m'est compté, qui permettent d'illustrer chacun des 3 projets, parce qu'en fait, il faut associer les salariés à l'ensemble des 3 projets pour que le tout fasse justement un tout cohérent. Premier exemple sur le projet culturel. Donc, nous, on est issus d'un choc, effectivement, enfin d'un choc structurel, puisque notre groupe est assez récent, date de 2008, d'une fusion. Et qui dit fusion, dit culture,
Et il était très important pour nos dirigeants de fonder une nouvelle culture. La culture de GDF-Suez ne serait ni celle de GDF, ni celle de Suez, mais celle du nouveau groupe. Et comment fait-on ? Eh bien, on se pose la question des valeurs. Et comme nous sommes dans du by people for people, ce serait bien quand même que les valeurs, ça ne vienne pas du top. Et donc, nous associons les salariés à la définition de nos valeurs. Et c'est ainsi qu'en 2009, alors c'est peut-être un peu ancien, mais je trouve que c'est assez emblématique la façon dont on souhaite associer les salariés, a été créée, c'est la filière communication qui a mis en place le Forum des valeurs, qui a consisté pendant une semaine live. Bon, on a préparé ça depuis beaucoup plus longtemps, mais une semaine live où l'ensemble des salariés, on en a 220 000 dans 70 pays, ont tous été consultés sous la forme d'un forum avec des modérateurs, et l'ensemble des salariés ont participé le comité de direction jusqu'aux salariés au Brésil pour dire quelles pouvaient être, selon lui, selon elle, les valeurs du futur groupe. Je vous passe la technique, et donc nous sommes arrivés à définir nos 4 valeurs: audace, cohésion, exigence et la 4e, excusez-moi, c'est le petit trou, mais ça reviendra. Donc c'est comme ça qu'on les a définis. Projet industriel. L'association des salariés, on a une politique de développement de l'actionnariat salarié qui est forte, qui s'accompagne de distribution de plans d'actions gratuites. Et ça encore avec la complexité qu'il faut que ce soit pour tous les salariés, donc pas uniquement français, etc., mais de par le monde et quelles que soient les législations. Et ce qui nous permet à peu près d'atteindre maintenant 3% à peu près de notre actionnariat qui est salarié. 3e exemple, projet social. Alors, quoi de mieux pour associer les salariés au projet social que le dialogue social ? Un exemple, l'accord que nous avons signé l'année dernière, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Beaucoup d'entreprises ont signé un tel accord. Nous l'avons signé donc l'année dernière à périmètre européen, ce qui nous a permis derrière d'organiser un séminaire avec les organisations syndicales et le management et la filière RH. Et pendant une journée, on a parlé, certes, du contenu de l'accord, mais on a également parlé du déploiement de l'accord, de ce que voulait dire la diversité, la mixité, pour tout le monde, pour nous, pour le Norvégien. Et on a eu des débats extrêmement intéressants qui ont participé au déploiement de cet accord. Voilà, je pense que mon temps est imparti. Juste pour passer la main à Eric, en fait, le projet d'entreprise est réussi aussi si on reste dans une subsidiarité, c'est-à-dire si le projet d'entreprise du groupe GDF-Suez, 220 000 personnes, est suffisamment souple aussi pour qu'il y ait des entreprises du groupe qui, elles-mêmes, font leur propre projet d'entreprise, mais qui s'inscrit dans le cadre que je viens de vous expliquer. Donc voilà, ça me permet, Eric, de te passer la parole. Merci Florence. Oui, alors quelques mots d'abord pour donner des précisions sur le champ opérationnel et puis sur le contexte. D'abord, je suis directeur opérationnel d'une BE qui commercialise l'électricité, le gaz, l'énergie et les services associés pour les clients particuliers et professionnels en France. Ça représente 11 millions de contrats, un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et notamment 3000 conseillers qui gèrent au quotidien la relation client et la vente. Donc ça, c'est pour la présentation. J'ai 10 millions ? C'est des milliards, bien entendu. Tout le monde avait corrigé. Voilà. Oui. Le contexte, Gérard Mestralet y faisait référence tout à l'heure, ouverture du marché à la concurrence en juillet 2007. Et depuis 4 ans, on s'est inscrit dans une rénovation assez profonde de la relation client dans le B2C, sur le marché que je viens de définir, avec des nouvelles postures commerciales. Vous avez bien vu que les choses changeaient. C'est plus l'électron ou la molécule de gaz, mais c'est un service qu'on vend, jusqu'à même de l'assurance aujourd'hui, qu'on vend auprès de nos clients. Donc nouvelle posture commerciale et nouvelle organisation. Avec notamment des évolutions dans cette organisation qui nous ont amenés à fermer 2/3 de nos sites, 2/3 de nos centres d'appel, à redéployer 600 personnes et à externaliser fortement l'activité, puisque sur les 3000 téléconseillers dont je parlais tout à l'heure, 2000 sont à l'externe chez des prestataires.
Alors, quand on a dit ça, on est, vous l'avez compris, sur des millions de clients, on est sur des millions de contacts. Donc, ça veut dire, on en a parlé tout à l'heure, qu'on est sur des process, même si on est sur la relation client, sur des process qui sont quasiment industriels. Ça veut dire que, en gros, sort de notre BE des choses qui se ressemblent plus à du prêt-à-porter de la relation client plutôt qu'à du sur-mesure qui est attendu par les clients. Parce que le client attend une individualisation à l'extrême de sa relation. Et cette individualisation, elle n'est pas liée au process, elle est liée à l'humain. Et donc ça veut dire que même si on est dans un job, dans un business sur de la masse, c'est un marché de masse, l'humain est capital. Parce que notre métier, c'est un métier de relations humaines. Relations humaines entre le collaborateur, le conseiller et le client. Relations humaines entre le manager et le conseiller. Ça, c'est essentiel. On a l'habitude de dire qu'il y a une symétrie des attentions entre ce qu'on fait vis-à-vis du client et ce qu'on fait vis-à-vis du collaborateur. Il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour faire du business, pour avoir un client et des clients qui soient satisfaits, qui soient fidèles, on doit avoir des collaborateurs qui soient fidèles, qui soient satisfaits, qui soient fiers de leur marque. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, c'est ce qui conduit, c'est ce qui sous-tend le projet qu'on a mené, qui est un projet managérial où on a un équilibre qu'on souhaite le plus parfait possible entre l'excellence opérationnelle et puis une performance sociale et managériale qui est plus qu'affirmée, qui est vécue au quotidien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve cette synergie, cet effet miroir entre management et puis business, au cœur de notre co-construction. Quand on a, mais ce n'est pas propre à GDF Suez, quand on a 10 millions, même quand on a 1000 clients, on a des enquêtes satisfaction clients régulières. De ces enquêtes satisfaction, on sort des plans d'action opérationnels pour améliorer de façon continue la qualité, le service auprès de nos clients. Et puis ça, c'est généralement encadré par des démarches ISO ou NF, ISO 9001, NF Service, tout ça c'est encadré. Et ben, ce qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est le pendant. C'est-à-dire qu'on a des enquêtes satisfaction, et ben, on aura des enquêtes satisfaction internes. Donc on a un baromètre social qu'on fait chaque année, 90% de répondants sur l'ensemble du personnel. Et puis ça conduit à un système de plan d'action, cette fois-ci managérial, pour améliorer les conditions de travail, le bien-être au travail de nos agents. OK ? Pas par plaisir, c'est parce que ça nous aide dans le business. Et là, c'est pareil, on a une démarche qui est certifiée, qui est labellisée côté excellence opérationnelle, c'est la même chose. On a un label RSE, on a un comité national pour la promotion du RSE dans la relation client, et ben on est labellisé RSE sur notre fonctionnement social. Donc, vous voyez, cette symétrie absolue qu'il nous faut dans le business. Et au-delà de ça, et je finirai par là, alors c'est bien gentil de gérer le plus proprement possible ces conseillers, mais je vous ai dit tout à l'heure, j'en avais 2000 à l'externe, 2000 chez les prestataires. Ça veut dire que si on est cohérent avec soi-même, il faut pousser la logique au-delà en tant que donneur d'ordre vis-à-vis d'autres prestataires. Ça veut dire que si on est cohérent avec soi-même, on s'interroge aussi sur le bien-être au travail des gens qui ne travaillent pas chez nous, ils ne sont pas employés par GDFC, mais qui travaillent pour nous, qui sont les ambassadeurs de nos marques au global. Donc ça veut dire qu'on a poussé les choses en dehors des frontières, Gérard Mestral le disait, en dehors des frontières de GDF Suez pour s'intéresser aux conditions de travail et à notre contribution à l'amélioration du bien-être au travail des conseillers qui portent aussi notre marque puisque les 2/3 sont à l'extérieur. Voilà ce que j'avais à vous dire dans les 4 minutes imparties. Merci. Et donc la parole à Groupe Orange. Bonjour à toutes et à tous. Au-delà de l'émotion personnelle de ne pas avoir pu entendre Stéphane Richard partager et présenter ce que nous faisons, vous auriez pu constater combien c'est proche en fait, de ce que Gérard Mestralet et Clara Guémard ont pu présenter pour leur propre activité, puisque nous sommes dans un secteur, les télécoms, qui est extrêmement concurrentiel, sur lequel pèse une pression très forte, à la fois d'accélération des technologies et une pression concurrentielle importante en France, à l'arrivée du 4e opérateur, mais aussi en Europe, avec une crise européenne qui est très importante. Donc pour le groupe Orange, nos sujets d'actualité, si vous voulez, c'est tout d'abord travailler sur les revenus, les coûts, mais aussi notre modèle. Et ça,
notre président et son équipe dirigeante nous ont demandé d'avoir 3 attitudes dans cette réactivité qu'il nous faut. C'est tout d'abord une combativité agile, de la détermination, mais aussi du discernement. Parce que les télécommunications, ça joue un rôle majeur en fait dans nos économies, et notre responsabilité est de réconcilier et de se réconcilier avec l'entreprise et la société civile. Et à partir du moment où on a une conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas de performance durable sans une attitude responsable qui est à la fois source d'innovation et facteur de différenciation. Nous avons, depuis la crise sociale que nous avons traversée, réaffirmé quelque chose qui est très fort pour nous, c'est que performance économique et performance sociale sont indissociables, et que les 170 000 collaborateurs du groupe dans le monde doivent servir nos plus de 230 millions de clients, et qu'un salarié heureux, ça fait un client heureux. Alors, pour bâtir ce nouveau projet, donc il y a Conquête 2015, la première priorité de notre groupe, c'est les femmes et les hommes. Ensuite, il y a bien évidemment nos clients, mais aussi les réseaux, puisque nous sommes une entreprise de réseau, et bien sûr le développement international. Et cet engagement de nos salariés, en fait, comme GDF Suez, nous le mesurons et nous constatons au travers d'un baromètre social qui se réalise tous les semestres en France et annuellement à l'international, un progrès systématique de la perception et du quotidien de nos collaborateurs par rapport à notre projet d'entreprise et ce qu'ils vivent. Et c'est aussi renforcé par des groupes d'analyse qui sont donc mobilisés, et au travers desquels en fait, nous pouvons avoir des échanges avec eux sur ce qui se passe sur le terrain et comment est-ce que c'est vécu. Donc, au-delà de l'amélioration du bien-être qui a été une priorité immédiate en 2009, nous amenons dans nos pratiques et dans notre management à avoir des réflexions sur comment faire en sorte que nos collaborateurs aient une vraie valorisation sur leur contribution en fait, au succès de l'entreprise, mais aussi également à avoir une reconnaissance dans leur intégrité. Alors, faire en sorte que chaque salarié se sente acteur du progrès social. Donc là, c'est tous les engagements qu'on peut avoir en faveur du développement local des territoires au travers de nos actions auprès des jeunes, auprès de la lutte contre les fractures numériques. C'est aussi en simplifiant la vie numérique de nos clients. Et ancrer donc cette qualité sociale, c'est aussi assurer la sécurité et la protection, bien sûr, de nos salariés, de nos clients, mais aussi de nos sous-traitants. C'est poursuivre le développement dans nos équipes, donc d'un collectif de travail où chacun se sente reconnu et avoir la possibilité de se développer dans le groupe. Et également, donc, avec une interrogation constante de notre groupe, de savoir quelle est l'incidence en fait, des technologies que nous offrons auprès de nos clients, en garantissant à la fois une inclusion digitale, mais un usage sûr et responsable, qui fait qu'on doit s'interroger sur l'impact du digital et des nouvelles technologies dans la vie quotidienne de nos clients. Et c'est notamment au travers du Digital Society Forum où nous mobilisons à la fois des acteurs externes et des chercheurs, mais aussi nos collaborateurs pour réagir sur ces sujets-là. C'est aussi ce que nous faisons dans Orange for Development, qui accompagne dans des écosystèmes des pays où nous sommes installés le développement d'activités, soit au travers de nos collaborateurs qui peuvent aider au soutien et au développement de certains de nos produits et services. Par exemple, je pense à des villages isolés en Afrique, mais aussi le développement de l'entrepreneuriat dans les pays. Bien sûr, une fondation qui mobilise nos collaborateurs et qui leur permet aussi d'avoir et de retrouver le sens de la contribution du groupe Orange et de ce qu'apportent les télécoms dans une société. Les différentes décisions que nous avons prises, c'est tout d'abord d'avoir un cadre commun qui a été co-construit en fait avec l'ensemble des pays et ce qui se traduit au travers de l'Orange People Charter. C'est un document qui donne des grands engagements du groupe sur le bien vivre ensemble et donc comment nous accompagnons le développement du groupe, mais au travers du développement de nos collaborateurs. Ça a été la révision de nos réseaux de management. Nous avons reconçu et repensé nos réseaux de management. Également, retravaillé sur le référentiel managérial Orange qui a été également, lui, travaillé avec les managers, avec l'ensemble des fonctions et des pays où nous sommes implantés. Et puis la création d'Orange Campus
Et Orange Campus est à la fois un lieu d'animation, mais c'est aussi un lieu de formation de l'ensemble de la ligne managériale, puisque nous avons 20 000 managers dans le monde et nous déployons Orange Campus dans la plupart des zones géographiques où nous sommes. Et au travers d'Orange Campus, nous accompagnons le développement managérial. Et il y a un projet particulièrement intéressant sur lequel on mobilise nos managers, mais aussi au travers de nos managers, les collaborateurs. Et là, je pense que c'est Patrice Pintran qui vous fera la meilleure présentation de ce que l'on fait au travers des enjeux collectifs. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de démarrer sur les enjeux collectifs, une petite pensée pour Stéphane Richard, voilà, parce que j'ai aussi, en tant que directeur d'unité opérationnelle, beaucoup de retours des salariés qui en parlent et des équipes qui en parlent, et donc il y a une pensée très, très, très forte pour lui. Voilà, donc je dirige une unité opérationnelle qui s'occupe de régler toutes les problématiques des clients, on va dire ça comme ça, sur un quart ouest de la France. Alors, on est dans un contexte qui évolue vite. L'Internet, il y a 10 ans et l'Internet aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir. On est également dans un domaine où l'activité s'est élargie, puisque le SAV, on l'effectue sur la partie mobile, sur la partie Internet, sur la partie télé, sur la partie également OAS sur IP, sur la partie routage aussi pour les entreprises et pour les professionnels. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est obligé de s'adapter en permanence. Et au-delà des adaptations, parfois aussi d'avoir des chantiers de transformation qui sont assez conséquents de manière à pouvoir faire face et à satisfaire les clients. Alors la politique qu'on a choisie, elle est un petit peu différente. Alors on a bien sûr des centres internes, Orange et à France Télécom, et puis on travaille également avec des sous-traitants dans des centres externes partout dans le monde. La politique qu'on a choisie, c'est on va d'abord faire confiance au capital humain interne au groupe. Et donc on a choisi de renforcer par des projets dont je ne parlerai pas ici, parce que sinon ça va pas. Mais on a choisi de renforcer la proximité avec nos clients et on a également choisi de développer l'intelligence qui existait avant en termes d'humain dans l'unité opérationnelle pour la mettre au service des clients. Alors, je m'explique, qu'est-ce que ça a permis, tout ça ? Eh bien, ça a permis progressivement de responsabiliser et d'amener beaucoup plus d'intelligence sur le terrain et sur les plateaux. Ça a permis également de permettre aux salariés de retrouver une confiance. Et puis derrière, ça a permis, j'y reviendrai tout à l'heure à la fin, d'améliorer notre performance économique. Et en améliorant notre performance économique, eh bien aujourd'hui, on a des taux d'internalisation qui sont assez impressionnants et qui nous permettent de traiter de plus en plus de problématiques clients en interne. Alors, comment on a construit tout ça ? Lorsque je suis arrivé il y a 3 ans, donc on démarrait la sortie de crise sociale, si je puis dire. Et donc, il fallait trouver un petit peu un élan nouveau et puis une façon nouvelle de travailler. Moi, c'est ma conviction profonde est que quelqu'un qui se lève le matin content de venir au travail, eh ben, il ne va pas avoir du tout la même production que quelqu'un qui se lèvera en traînant des pieds pour aller sur son plateau téléphonique. Donc, on a commencé à travailler cet aspect-là. Donc, j'ai expliqué, quand je suis arrivé, ma politique à l'ensemble du comité de direction. Et puis, il s'est passé ce qui devait se passer un petit peu, c'est qu'à un moment donné, il faut faire preuve de courage et qu'il y a des mobilités qui étaient nécessaires à faire et qu'il a donc fallu faire de manière à pouvoir s'entourer au sein du comité de direction d'abord, puis des managers ensuite, des bonnes personnes pour mener à bien ce changement de cap. Voilà, ça c'était la première chose. Une fois que ces basiques étaient mis en place, la suite, ça a été de créer un projet d'unité. Alors, je ne voulais pas que ce soit un projet managérial, je ne voulais pas qu'on mette en place une structure projet avec un chef de projet, etc. Je voulais que ce soit une animation et que ce soit porté par 100% des salariés de l'unité opérationnelle. C'était le défi que je m'étais lancé. Et puis, il fallait trouver une thématique. Alors, la thématique, au départ, on s'est posé la question en comité de direction, on s'est dit, mais ce sera quoi la thématique ? Et puis finalement, on s'est dit, non, nous, on élabore une feuille de route. Notre feuille de route, on affiche quelle est la stratégie du groupe, alors d'Orange France pour ce qui concerne l'unité opérationnelle en France. On affiche également la contribution de l'unité opérationnelle au niveau du groupe et au niveau d'Orange France. Et puis, on laisse un 3e pavé qui est complètement libre entre le manager et le manager, de manière à ce qu'ensemble, ils se mettent d'accord des attentes réciproques. Et puis, en parallèle à ça, on a créé une animation, et je pense que c'est le bon terme, une animation pour rechercher une direction à notre projet d'unité. Alors, comme il y a des plateaux, j'ai des plateaux sur Rouen, sur Caen, sur Morlaix, sur Brest, sur Lorient, sur Saint-Nazaire.
Bon, on a tout de suite identifié qu'il y avait quand même pas mal de marins dans l'unité qui nous était impartie. Donc on a tourné notre projet vers la voile. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un démarrage d'une compétition dans laquelle on engage un bateau. Et on a orienté ça vers la voile. Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça avait également une symbolique forte. Après la crise sociale, il fallait virer de bord. Voilà, il fallait trouver les vents favorables. Et puis une fois qu'on avait trouvé les vents favorables, on hissait le SPI pour aller plus vite. Voilà, donc il y avait une symbolique qui était forte. Et au-delà de cette symbolique forte, on embarquait tout le monde. C'est-à-dire que les marins expérimentés sur le bateau faisaient partie des centres d'appel qui étaient limitrophes de la mer et qui donc avaient des marins chevronnés. Et mes plateaux qui étaient à l'intérieur des terres, Angers, Le Mans, Orléans, Bourges, etc., et j'en oublie, eux qui avaient envie de connaître, se sont retrouvés entraînés par ces marins expérimentés, et ça a permis d'avoir une cohésion d'unité, ça a permis d'avoir des rapprochements au sein des plateaux internes. Et cette dynamique-là a fait que, miraculeusement, mais enfin c'est pas tout à fait ça, la confiance s'est progressivement retrouvée. On a en parallèle tenu des discours de transparence assez forts, puisque le groupe, l'arrivée de Free, l'arrivée des concurrents, etc., fait qu'il faut s'adapter, il faut être plus transparent, etc. Et donc on a responsabilisé beaucoup plus les conseillers. Et je terminerai par une dernière chose, qui est globalement, je vais simplement vous donner, puisqu'un plateau d'appel sur du SAV, c'est un centre de coût. Donc l'idée, c'est de faire plus avec autant. C'est à peu près ça, ou c'est de faire la même chose en coûtant moins cher. C'est un petit peu ça la démarche. Notre performance économique, elle navigue entre plus 5 points et plus 10 points sur ces 4 derniers semestres. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci. Maintenant, la parole à Hugues Fourreau de la Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, Société Générale, on vit également une transformation majeure comme tout le secteur financier. Pourquoi ? Parce qu'on vit une crise économique et financière profonde. On a des évolutions réglementaires qui sont extrêmement impactantes. On a des régulations dans tous les pays. Donc Crédit Coudéa parlait de balkanisation des réglementations, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. On fait face à une rareté de nos ressources. Il faut beaucoup plus de capital, effectivement, aujourd'hui, pour faire le même métier. Et comme beaucoup d'autres, on vit des changements de mode de consommation. C'est-à-dire que les consommateurs, nos clients, viennent beaucoup moins dans les agences en dur et effectivement développent beaucoup plus l'accès à la banque et aux services via Internet. Donc c'est quelque chose de nouveau via des tablettes et des smartphones. La dernière chose qu'on a et qui est aussi une mutation, c'est la transformation digitale qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les modes effectivement de paiement sont en train d'évoluer. On a été assez innovant parce que nous-mêmes en Afrique, par exemple, dans certains pays d'Afrique, on peut payer effectivement avec son portable. Et donc ça depuis plusieurs années. Donc on a été assez innovateur, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques, des acteurs Internet comme Google cherchent à se positionner effectivement sur les moyens de paiement pour simplifier effectivement la vie des consommateurs, et c'est une demande forte en particulier des nouvelles générations. Donc nous, on vit une vraie rupture après une période de longue croissance, donc c'est vraiment pas simple, et on va devoir inventer effectivement un futur et certainement fonctionner de façon différente. Alors quelle était la réponse à ça ? On est une entreprise basée effectivement sur le service client, donc de service, et donc la force effectivement de l'entreprise, ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise. On s'est dit, on ne pourra pas assurer la transformation sans l'engagement de nos collaborateurs. Et ça, c'est une conviction forte qui a été affirmée par Frédéric Oudéa en disant le développement futur, la performance future passe par l'engagement de nos collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel il y a une vraie conviction, à tel point que dans l'ambition qu'on a pour le groupe, on l'a inscrit. Et notre ambition pour le groupe, c'est d'être la banque relationnelle de référence choisie pour la qualité et l'engagement de ses collaborateurs. Donc on l'a mis au centre de la stratégie, l'engagement des collaborateurs. Alors si on l'a mis, c'est parce qu'on y croit. Qu'est-ce que c'est que l'engagement pour nous ? C'est, on se dit, dans une période de transformation, de trouble, où quand vous êtes dans le brouillard, vous ne pouvez plus avancer à 100 à l'heure, il faut regarder effectivement sur le bord de la route les arbres, les lignes qui vont permettre de vous conduire et d'avancer. Donc ça nécessite, dans ces périodes de transformation, beaucoup d'agilité. Il va falloir faire preuve d'intelligence collective, et plus que dans le passé. Il va falloir aussi apprendre à co-construire ensemble, à travailler plus ensemble, d'accord, et développer une culture basée
du moins plutôt créer les conditions de la confiance, parce que la confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais on peut travailler sur créer les conditions de la confiance, et on peut aussi travailler sur développer une culture positive. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est qu'on a cherché à écouter les collaborateurs, à comprendre effectivement leurs attentes et nos modes de fonctionnement internes. Donc on a lancé il y a 6 ans un baromètre employeur qui touche tous les collaborateurs du groupe. Donc on le fait au niveau mondial pour 160 000 collaborateurs. Et à partir de là, on en fait un outil de développement managérial, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas juste une enquête comme ça pour faire plaisir. Mais l'année dernière, par exemple, il y a 2 ans, à l'issue de cette enquête, il y a eu un certain nombre de réunions à tous les niveaux de l'organisation, jusqu'au manager de proximité avec ses équipes. L'objectif étant de regarder les résultats et d'en faire un outil de progrès. Et on a lancé 1300 actions il y a 2 ans, à l'issue de ce baromètre employeur, 1300 actions dans le groupe qui ont été principalement sur la contribution à la stratégie, sur l'environnement de travail, sur la conduite du changement, sur le développement des collaborateurs. Et donc, ce sont des actions concrètes qui ont été mises en place. Et non seulement on a travaillé sur le quoi, mais la façon de faire, ça a été un travail de construction, de proximité entre collaborateurs et managers en disant, voilà, on a un outil de progrès. Et on va recommencer l'enquête là, cette année. Là, on est en plein dedans, elle va se terminer dans 1 semaine, auprès des 160 000 collaborateurs. Et de nouveau, on va rentrer dans ce processus de voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les attentes, nos modes de fonctionnement et comment on peut améliorer. Donc ça, c'est un dispositif. Le deuxième, et qui est aussi quelque chose d'assez innovant, en tout cas pour nous, c'est qu'on va définir un nouveau plan stratégique en février 2014. Et la direction générale a demandé à un groupe de managers et de DRH, une vingtaine de personnes, de conseiller la direction générale sur ce qu'on pourrait faire en matière d'engagement auprès des collaborateurs, en travaillant sur la vision et le sens, puisqu'on va définir une nouvelle vision stratégique. C'est comment on va donner du sens, comment ça va faire du sens pour tous les collaborateurs de l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est pas de définir une stratégie, mais c'est de la décliner, de faire qu'elle est porteuse de sens et que les gens la comprennent dans toute l'organisation. Donc ça va être un point sur lequel on va travailler. Et un deuxième point qui va être le leadership, c'est-à-dire comment on va adapter notre modèle de leadership effectivement pour intégrer l'engagement, parce que ça nécessite aussi, en matière de compétences, de comportement, un certain nombre d'évolutions, et travailler aussi sur le pilotage de l'organisation, parce qu'on pense que dans l'engagement, ce qui est important, c'est que les gens puissent prendre prise et de l'autonomie dans leurs tâches. Et c'est quelque chose d'important, le pilotage d'organisation. Et la troisième dimension, c'est la reconnaissance. C'est comment, dans l'organisation, on va reconnaître les managers qui engagent, qui sont bons dans l'engagement, comment on va les faire témoigner, comment on va le reconnaître dans les processus de gestion de carrière, comment on va les reconnaître dans la rémunération, pour montrer l'importance qu'on attache à ça. Donc on va travailler sur cette troisième dimension. Ce qu'on souhaite aussi, c'est, alors ça peut-être quelque chose aussi de nouveau pour nous, c'est dire que l'engagement, ce n'est pas uniquement donner du sens. Ce n'est pas uniquement avoir une stratégie claire. C'est aussi sur les comportements qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, mais qu'on se comporte d'une façon différente, on n'arrivera pas à engager les gens. Et donc, on veut travailler sur la partie aussi rationnelle, comportementale et émotionnelle, en disant il faut qu'on travaille sur ces 3 dimensions-là. Et c'est pour ça qu'on l'intègre dans le modèle de leadership. Et on a aussi intégré dans nos modèles de corporate university, donc de formation des managériales, des thématiques spéciales sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les moteurs de l'engagement, les leviers d'engagement et comment on peut agir, moi, en tant que manager, auprès de mes équipes. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer aussi sur un exemple très concret. Jean-Didier va vous présenter un témoignage qui est assez intéressant sur comment on a associé concrètement les collaborateurs à au projet d'entreprise et ce qui a contribué à l'engagement des collaborateurs et puis également à la performance, parce que l'objectif derrière, c'est la performance. Oui, merci Hugues. Alors, moi je vais être très opérationnel puisque j'encadre une force de vente de 200 personnes réparties en agences. Et comme indiqué, donc une part centrale du projet d'entreprise réside dans le développement de la culture de service. Alors pour l'incarner et pour la faire incarner par nos collaborateurs, 12 moments clés qu'on a appelés moments de vérité, donc des moments clés de la relation entre la banque et son client ont été définis et ritualisés, c'est-à-dire ont été décrits par les équipes, par nos collaborateurs. Par exemple, un de ces moments est « Je deviens client d'une agence Société Générale ». Et donc, chaque agence a défini en équipe
le parcours de ce prospect depuis sa prise en charge au niveau de l'accueil, en passant par la présentation au directeur, l'explication des automates, comment ils fonctionnent au niveau de l'agence et différentes fonctionnalités offertes sur Internet, sur mobile, etc. Et jusqu'au moment où, enfin devenu client, on leur accompagne jusqu'à la porte de l'agence. Et ainsi, tous nos collaborateurs ont travaillé par groupe, par petits groupes, sur 12 moments qu'ils ont su mettre en force, écrire par eux-mêmes, donc construire, de façon à générer des nouvelles pratiques sources de satisfaction. Mais comme le disait tout à l'heure l'autre intervenant, il nous a aussi apparu déterminant de définir une symétrie des attentions des managers vis-à-vis des collaborateurs. Autrement dit, enfin moi je le traduis comme ça, c'est de définir et d'adopter l'attitude vis-à-vis de nos collaborateurs. La façon dont on va les traiter va déterminer la façon dont ils vont traiter nos clients. Donc en miroir, nous avons défini 12 moments clés de la relation managériale entre collaborateurs et managers pour concrètement après définir des scripts et des conduites d'action. Par exemple, un de ces moments clés est j'ai un dossier sensible à assumer ou une mauvaise nouvelle à donner à un client. Concrètement, chaque équipe, chaque agence a défini entre collaborateurs et managers qui faisait quoi, comment et quelle était l'attitude dans la relation clientèle. Et donc au final, autour d'un cap défini par notre président comme étant le client et la qualité de service que nous devons lui apporter, chaque salarié Société Générale dans le réseau d'agences, qu'il soit collaborateur ou manager, a pu prendre des initiatives, partager, adapter et finalement écrire le projet de l'entreprise Société Générale. Si on parle, et pour conclure rapidement au niveau des résultats, au niveau client, les résultats sont favorables puisque les premiers retours d'enquête, de baromètre et de visite mystère traduisent une amélioration de la qualité de service. Deuxième volet qui était important à nos yeux, la perception des collaborateurs. Ceux-ci sont réellement engagés dans le projet puisqu'ils en ont été les rédacteurs, avec notamment aussi des initiatives intéressantes auxquelles en tant que manager on n'avait pas pensé ou qui nous semblaient hors d'atteinte. Par exemple, dans certaines de mes agences, des dress codes rouge et noir ont été définis certains jours de la semaine. Et enfin, à mon niveau en tant que manager, j'ai eu le plaisir et la fierté de voir un projet d'entreprise réellement approprié, qui a pris cher auprès de mes collaborateurs et qui, écoutez, jusqu'à présent, et je l'espère, ça va continuer, réussit dans son but. Donc voilà mon témoignage le plus concret possible. L'implication des agents, elle est nécessaire derrière le baromètre social. C'est-à-dire le plan d'action dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas bâti à Paris, il n'est pas bâti à La Défense, il est bâti à Dunkerque, il est bâti à Montpellier. Ça appartient complètement au management et aux équipes. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait un taux de réponse au baromètre. Et il n'y a que ça que je regarde. À la limite, les résultats appartiennent au management et aux équipes. Et la meilleure façon d'avoir un très bon résultat de participation à ce baromètre, c'est que ce baromètre vive. C'est-à-dire que si on a un baromètre qui est fait au mois de novembre 2011, qu'on remet le couvert en 2012, mais qu'il ne s'est rien passé entre les deux, les agents ne participeront pas. Ça veut dire qu'il faut faire vivre. Et c'est bien sur le terrain que c'est quelque chose qui doit vivre au quotidien et qui appartient effectivement aux équipes. Oui, en ce qui concerne Orange, par rapport aux questions que vous avez posées, je ne reviendrai pas sur l'international, je crois que je l'ai abordé au moment de ma première intervention. Je reviendrai sur les deux questions que vous posiez sur les négociations qui sont en cours, sécurisation de l'emploi et qualité de vie au travail. En ce qui concerne sécurisation de l'emploi, un certain nombre donc, de recommandations sont faites et s'imposeront demain si la loi est publiée. Et il se trouve que Orange a déjà des collaborateurs salariés qui sont donc, dans le conseil d'administration de l'entreprise. Et donc cette association des salariés est déjà réalisé. Et au moment de la crise sociale, nous avons fait un round de négociations absolument incroyable. C'était une obligation absolument majeure. Et nous avons, dans les différents accords que nous avons négociés en 2009 et 2010, alors en ce qui concerne notamment toute la certitude en fait, que nos collaborateurs avaient exprimée, eh bien, nous étions d'ores et déjà engagés à faire des présentations de la stratégie d'entreprise au niveau du CCUS et au niveau des comités d'établissement sur l'ensemble du groupe, sachant que ces présentations sont également faites au comité de groupe européen et au comité de groupe monde. Et puis, nous avons aussi
négocié, et je pense qu'on a été la première entreprise à négocier en fait un accord sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail. Ce qui nous a permis en fait de définir avec les partenaires et avec les organisations syndicales qui représentaient nos collaborateurs comment justement accompagner les plans de transformation que par nature notre groupe doit connaître compte tenu de son secteur, mais en faisant en sorte que justement nous les associons et que nous soyons plus en cohérence avec la capacité des collectifs de travail d'aller vers ce vers quoi il faut faire et non pas d'avoir des instructions qui tombent du haut. Mais peut-être Patrice, là tu es bien plus compétent que moi. Oui, moi je vais donner 2 exemples concrets sur notamment la négociation de la vie au travail et l'accord qu'on a signé sur l'organisation du travail. On a ces derniers jours, c'est tout récent, internalisé à 100% un flux, donc avec nos ressources en interne. Et pour permettre de le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque nos services sont assurés 24/24, 7/7, eh bien, il a fallu avoir recours au DOM-TOM. Et avec le décalage horaire, on a trouvé la bonne organisation pour pouvoir assurer ce service totalement en interne et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis la deuxième organisation, c'est sur le plateau de Rouen, où on a refondu complètement le modèle, parce que bon, pas mal de départs, pas mal de choses qui se passaient, et puis une adaptation, on va dire, qui était quand même plus proche de la transfo que de l'adaptation qu'il a fallu faire pour s'adapter au flux clients et aux demandes. Et là, on a demandé à ce que ce soit carrément les conseillers qui planchent sur ce dont ils avaient besoin en termes d'accompagnement, ce dont ils avaient besoin en termes de soutien. Alors on a mis en place des systèmes avec des soutiens, avec des managers, avec des transferts, avec de l'entraide avec d'autres plateaux qui ont répondu, je ne sais pas puisque la consultation est la semaine prochaine, mais je ne me fais aucun doute quant à l'issue de cette consultation. Voilà. Moi, je veux bien me répondre sur la loi. En fait, la Société Générale, nous n'avons pas pu attendre effectivement la loi et on n'aurait pas eu besoin de l'attendre. Je m'explique. En fait, on était dans une période de transformation et de rupture avec la nécessité de se transformer. Et on a eu conscience qu'on ne pouvait pas se transformer effectivement sans les partenaires sociaux, sans définir effectivement les cadres de cette transformation. Donc on a signé un accord triennal qui était historique pour nous en février avec les partenaires sociaux. On a eu l'unanimité, y compris la CGT et FO, sur un texte qui permet d'encadrer toutes les transformations à venir pour le groupe Société Générale. Et dans le texte, on va retrouver beaucoup de points qui sont prévus aujourd'hui dans la loi, qui sont effectivement notamment l'anticipation, la visibilité sur la stratégie du groupe pour les partenaires sociaux, la présence donc de représentants salariés au conseil d'administration, on l'avait également. On a également des éléments sur la mobilité pilotée, sur le congé projet professionnel, sur la sécurisation de l'emploi, sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc on a tout un tas d'éléments, effectivement. On a un accord qui est très complet, mais qui va nous permettre effectivement d'accompagner la transformation. Alors c'est un texte qui a été adapté à Société Générale, donc un texte qui est équilibré, qui est une sorte, on a voulu une sorte de pacte social entre la direction générale et les partenaires sociaux pour arriver à réussir cette transformation. Voilà.